S'il vous plaît. Bon. On continue s'il vous plaît. Donc, on a parlé de la vascularisation. Autrefois, donc, on a fait la vascularisation artérielle, la vascularisation veineuse. Il nous reste pour aujourd'hui la vascularisation lymphatique. Et on sait très bien que la vascularisation lymphatique de la tête et du cou, c'est une vascularisation qui est très riche, ce qui explique la grande fréquence des adénopathies au niveau du cou. Lorsqu'on parle d'une adénopathie, c'est une hypertrophie d'un ganglion. C'est un état pathologique du ganglion. S'il y a plusieurs, s'il vous plaît. Il y a plusieurs groupes ganglionnaires au niveau du cou. Et ces groupes ganglionnaires, généralement, drainent des territoires particuliers au niveau de la tête et du cou. Et lorsqu'il y a un processus infectieux, inflammatoire ou tumoral, ça va s'accompagner par une réaction ganglionnaire qui fait partie du système immunitaire. Donc on va avoir une hypertrophie réactionnelle d'un ganglion, bien sûr qui est secondaire à un foyer quelque part, à un foyer du territoire de drainage. Donc si on a un abcès dentaire, on peut avoir un ganglion sous-maxillaire. Et si on a aussi une tumeur au niveau de la cavité buccale, on peut avoir une adénopathie métastatique. Et donc les adénopathies cervicales peuvent être de plusieurs origines. Origine infectieuse, origine inflammatoire, origine tumorale. Donc tout ce qui est ganglion, généralement la prise en charge et la démarche diagnostique d'une adénopathie cervicale doit être basée sur une bonne maîtrise de l'anatomie, du drainage lymphatique de la tête et du cou. Ce sont des notions anatomiques très importantes à prendre en considération pour expliquer l'origine d'une adénopathie cervicale, ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que chaque ganglion draine un territoire particulier. Donc dès que vous avez une adénopathie dans un endroit donné, vous allez examiner le territoire de drainage de ce groupe ganglionnaire, parce que vous allez tomber systématiquement soit sur un foyer infectieux, soit sur un foyer inflammatoire, soit carrément sur une tumeur de ce territoire de drainage lymphatique. Vous allez mettre donc comme introduction, le drainage lymphatique de la tête et du cou, il est riche. Donc c'est le drainage lymphatique de la tête et du cou est riche. Et se fait par plusieurs groupes ganglionnaires. Donc il se fait par plusieurs groupes ganglionnaires qui sont en continuité. Donc ce drainage lymphatique se fait du côté droit vers la grande veine lymphatique. Du côté droit se fait vers la grande veine lymphatique au niveau du confluent veineux de Pirogov. Donc, du côté droit, ce drainage lymphatique se fait vers la grande veine lymphatique qui se jette dans le confluent veineux de Pirogov qu'on a vu l'autre fois lorsqu'on a parlé de la vascularisation veineuse. Et du côté gauche, il se fait vers le canal thoracique. Donc ce drainage lymphatique de la tête et du cou est divisé ou bien est constitué par deux éléments. Donc ce drainage lymphatique de la tête et du cou est constitué par deux éléments. Le premier élément, c'est le cercle ganglionnaire de Cugno. Le cercle ganglionnaire de Cugno. Donc le premier élément, c'est le cercle ganglionnaire de Cugno, on va le voir. Le deuxième élément, ce sont les chaînes lymphatiques, les chaînes cervicales lymphatiques, superficielles et profondes. Les chaînes
cervicales, les chaînes lymphatiques cervicales, superficielles et profondes. Et on va commencer donc par le cercle ganglionnaire. Mettez le titre, le cercle ganglionnaire de Quigno. Allez-y, le schéma de profil, s'il vous plaît. Vous avez en bas donc la clavicule, le sternum et la clavicule. Et vous avez ici le muscle. Donc c'est quel muscle vous... Allez-y, allez-y. Il y a un bruit du fond qui dérange, s'il vous plaît. Allez-y, un peu de concentration. Vous avez en bas la clavicule et le sternum, et là c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc entre le sternum, la clavicule et l'os mastoïdien. Le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc ce muscle sternocléido-mastoïdien cache, s'il vous plaît. On ne va pas continuer comme ça. Soit on se concentre, c'est pour votre intérêt, soit je vais passer rapidement. Donc c'est un couvercle, le muscle sternocléido-mastoïdien, c'est un couvercle de la région latérale du cou. Et c'est la région carotidienne. Donc, elle cache la carotide primitive et la veine jugulaire interne qui sont couverts par ce muscle sternocléido-mastoïdien qui est épais. Donc, un petit mot sur le cercle. Donc, le cercle ganglionnaire de Quigno est constitué par plusieurs groupes ganglionnaires.
est constitué par plusieurs groupes ganglionnaires qui sont disposés ou bien qui sont organisés à la manière d'un collier, le long du bord inférieur de la mandibule. Organisé à la forme ou bien à la manière d'un collier, le long du bord inférieur de la mandibule entre la face et le cou. Le long du bord inférieur de la mandibule entre la face et le cou. Elle est constituée d'avant en arrière par plusieurs groupes ganglionnaires. Elle est constituée d'avant en arrière par plusieurs groupes ganglionnaires. Le premier groupe. Le premier groupe ganglionnaire, c'est le groupe sous-mental. Le groupe sous-mental, il est constitué par, voilà, sur le schéma, il est là. Le groupe sous-mental. Donc le groupe sous-mental est constitué de 2 à 3 ganglions. Il est constitué de 2 à 3 ganglions au-dessous du menton. Il est constitué de 2 à 3 ganglions au-dessous du menton. Entre les deux ventres antérieurs du muscle digastrique. Entre les deux ventres antérieurs du muscle digastrique, on va parler du muscle digastrique lorsqu'on va parler du plancher buccal. Donc, entre les deux ventres antérieurs du muscle digastrique. Parce que le muscle digastrique, pourquoi il s'appelle digastrique? Parce qu'il est constitué par 2 ventres et 2 chefs. Un chef antérieur qui s'insère sur le menton et un chef postérieur qui s'insère sur la mastoïde. C'est pour cette raison qu'on parle de muscle digastrique, 2 parties. Donc, lorsqu'on parle d'un groupe ganglionnaire, et ça c'est l'habitude des différents groupes ganglionnaires, lorsqu'on parle d'un groupe de ganglionnaire, on va parler du territoire de drainage. Elle draine quoi? Et elle se draine où? Donc, en amont et en aval, en avant et après. Donc, ce groupe ganglionnaire draine la lèvre inférieure, la partie antérieure du plancher buccal, elle draine la lèvre inférieure, la partie antérieure de la cavité buccale, ou bien du plancher buccal, la partie antérieure du plancher buccal, et la pointe de la langue. C'est très important en pathologie, c'est très important en clinique. C'est de savoir et de maîtriser les territoires de drainage lymphatique. Et donc, ces territoires-là, qui sont la lèvre inférieure, la partie antérieure du plancher buccal et la pointe de langue, lorsqu'il y a un problème au niveau de ces 3 endroits, automatiquement il y a un ganglion sous-mental. Donc lorsqu'on a une tumeur qui intéresse, je vais vous présenter des cas cliniques et des images concernant ces différentes pathologies, et vous allez voir que dès qu'il y a une tumeur de la lèvre inférieure, on va palper dans l'examen clinique, le médecin doit chercher ça à l'examen clinique, à la palpation cervicale, doit aller chercher un ganglion au niveau de la région sous-mentale, qui explique donc ce foyer qui siège au niveau de ces 3 endroits. Lorsqu'il y a aussi un problème au niveau de la partie antérieure du plancher buccal, il y a une adénopathie cervicale sous-mentale. Donc sur le schéma, on peut schématiser ça par des flèches, la lèvre inférieure qui se draine vers ce territoire et la partie antérieure
ainsi que la pointe de langue. Là, ce sont des territoires de drainage de ce groupe sous-mental. Donc, elle draine ces trois endroits et elle se draine vers le deuxième groupe ganglionnaire de cercle. Donc, ce territoire ou bien ce groupe sous-mental se draine vers le deuxième groupe ganglionnaire de cercle de Quignon. Voilà, donc la flèche, elle va se drainer vers le deuxième groupe ganglionnaire. Le deuxième groupe ganglionnaire, c'est le groupe sous-mandibulaire ou bien sous-maxillaire. Le groupe sous-mandibulaire. Qu'est-ce que vous avez au niveau de cette région? Tout simplement, vous avez la glande ici, la glande sous-mandibulaire. Donc, ce groupe sous-mandibulaire est organisé au contact de cette glande sous-maxillaire. Donc le groupe sous-mandibulaire est constitué par plusieurs ganglions Elle est constituée par plusieurs groupes ganglionnaires qui sont organisés ou bien qui siègent au niveau ou bien au contact de la glande sous-maxillaire ou bien sous-mandibulaire, c'est la même dénomination. Il est constitué par plusieurs ganglions au contact de la glande sous-mandibulaire et sont organisés en trois sous-groupes ou bien en trois groupes. Donc ce groupe sous-mandibulaire, lui aussi, est organisé en trois sous-groupes. Il y a le groupe préglandulaire, c'est-à-dire en avant de la glande. Vous voyez donc sur le schéma, il y a des ganglions qui siègent en avant de la glande. Le deuxième sous-groupe, c'est le groupe rétroglandulaire, donc préglandulaire en avant, rétroglandulaire en arrière. Et le troisième groupe, c'est le groupe intraglandulaire, à l'intérieur de la glande. Là, mettez ça sur le schéma.